Rebonsoir à tous, rebonsoir. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi le live avec Awa, ma sœur. Elle fait partie justement des personnes que je cite souvent quand je parle aujourd'hui des solutions qui peuvent être données justement au Mali. Elle n'est pas la seule, mais elle fait partie en tout cas. Moi j'ai toujours dit le jour où si jamais une femme doit être à la tête du Mali, moi je ferai tout pour que ce soit Awa. Je la pousserai même s'il le faut. En tout cas, voilà, vous avez pu voir son analyse. Ceux qui ne la connaissaient pas, je vous invite à la suivre. Je vous invite à la suivre et de découvrir un peu qui elle est et sa vision surtout. Merci pour vos messages. Malheureusement, pendant les lives et tout, je ne pouvais pas répondre à toutes les questions. Je voyais certains messages, mais je ne les voyais pas tous. Donc, j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette partie du live. Là, je vais prendre Mahamadou Cissé, qui est le président du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Ceux qui le connaissent, vous avez pu le voir, il a intervenu dans pas mal d'émissions ces derniers jours pour apporter son analyse et pour dire un peu sa vision de la situation actuelle. Adou, je ne sais pas si tu es connecté, j'aurais juste regardé si tu es là pour te faire la demande. Si tu es là, fais-moi la demande. Je vais juste regarder, c'est bon, je te vois. J'espère que ça va prendre. Ouais. Salam alaikum, Mamadou, comment tu vas? Alaikum salam. Dibi, comment vas-tu? Tu te portes bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, merci. Tu as suivi le live un peu? Oui, je suis. Bon, l'excellente Awa, comme d'habitude. Donc, voilà, tu as pu voir un peu les échanges. Je pense que ces derniers jours, tu as été hyper sollicité par rapport à tout ce qui s'est passé. On a pu te voir sur TV5, on a pu te voir un peu partout, justement, pour apporter ta vision. Tu es quelqu'un qui... tu es un entrepreneur déjà, tu es un entrepreneur, mais tu es surtout le président du Conseil national de la jeunesse malienne en France. Et aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, déjà, avant qu'on parle un peu de tout ce qui peut être envisagé par la suite, j'aimerais avoir aussi, toi, ta vision par rapport à la jeunesse de tout ça, du pourquoi, du comment, pourquoi en est-on arrivé là aujourd'hui? Merci pour ces temps de parole, Divi. Et je suis très content que la jeunesse s'intéresse à ce sujet-là, ou la jeunesse de la diaspora en particulier. Parce que souvent, c'est des choses qu'on laisse un peu aux politologues, aux journalistes sur des plateaux. On le regarde de loin. Mais qu'on donne notre regard d'amateur, hein, si vous voulez ainsi, mais quand même un regard de citoyen, un regard critique, mais aussi les propositions que nous allons pouvoir faire. Maintenant, comme tout démocrate, on commence toujours par condamner ce qui s'est passé, parce qu'on déplore que les dialogues aient échoué. On aurait bien voulu trouver d'autres issues que les coups de force. Maintenant, ce que j'en pense, dans un premier temps, c'est, comme je le dis, c'est une tristesse, c'est une désolation de voir comment on en est arrivé là. Mais bon, tout s'explique un peu, en quelque sorte, si on regarde un peu quelques semaines en arrière, quelques mois avant, il y avait une contestation qui était là depuis l'élection de 2018. Ça a commencé par Soumaïla Cissé, qui est le chef de file de l'opposition, qui avait contesté la victoire d'IBK. Il marchait toutes les 2 semaines pratiquement. Finalement, il a fini par s'essouffler, ça s'est arrêté. Après, il y a eu d'autres grèves, d'autres mouvements sociaux, jusqu'à arriver au mouvement du 5 juin. Donc, il y avait une grogne sociale qui était là, effectivement. Maintenant, nous, quel regard nous, on a en tant que jeunes? Vraiment, on va essayer de parler sans langue de bois, parce qu'on est entre jeunes, et surtout qu'on n'est pas politicien. Politicien dans le sens où on ne prétend pas à un poste quelconque. Donc, l'analyse peut vraiment être l'analyse d'un citoyen. Ça peut être une analyse libre, en gros. On va parler avec les cœurs en mettant beaucoup de raisons. Parce que souvent, l'émotion peut prendre les dessus. On va dire des choses qui peuvent être regrettables par la suite. Voilà. Donc, du coup, merci pour les lives. Maintenant, si, je ne sais pas, tu as des questions, tu veux qu'on aille sur un volet en particulier. Mais... moi aujourd'hui, ce que je voudrais comprendre, Awa, elle a expliqué avec ses mots, mais comme tu dis, il y a une genèse, il y a eu quelque chose qui a provoqué tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un président qui était réélu. Donc, à partir du moment où tu es réélu, c'est qu'on a accordé une certaine confiance à ton précédent mandat. Bien sûr. Et aujourd'hui, quelles ont été les erreurs justement d'IBK? Quels sont les reproches qu'aujourd'hui
le peuple lui font, quels sont les reproches que les mouvements qui se sont créés lui font, et ces reproches qui ont amené à une révolte, cette révolte qui a amené justement à ce coup d'État qui a entraîné sa démission. D'accord. J'aurais dû commencer par présenter peut-être les CNJ. Les gens ne savent pas c'est quoi le Conseil national de la jeunesse malienne de France. Je reviens à ta question après. Juste avant que tu continues, il y a des personnes qui voulaient que tu te présentes. C'est le président du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Pour voilà, ceux qui vont arriver. Mahamadou Sissé, président du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Le Conseil national de la jeunesse malienne de France, c'est la structure fêtière, la structure qui rassemble toutes les associations de jeunesse ici en France. Vous avez l'association des étudiants, l'association des étudiants diplômés, vous avez l'association de migrants dans les foyers, ou ainsi de suite. Donc, que tu sois né ici ou né en Afrique comme moi, qui vit actuellement ici, on est tous concernés. Du moment que tu reconnais une partie malienne en toi, tu es concerné. Maintenant, l'objectif de l'association, c'est un peu faire des plaidoiries auprès de l'État malien, mais aussi auprès de l'État français et d'autres partenaires. Voilà. On est consulté sur tout ce qui est question de jeunesse et aussi on a des activités annuelles. Voilà. Donc, par la suite, peut-être que je vais parler un peu de ça. J'étais à Kidal en février. Pendant que l'armée malienne n'y était pas encore, c'était des risques à prendre, mais je l'ai fait parce que la jeunesse de Kidal m'avait invité et c'était aller à la rencontre de ces jeunes maliens qui sont dans cette partie du Mali, parler de paix. L'objectif, c'était de faire un forum de jeunes de la diaspora ici à Paris, en faisant venir des jeunes du Mali, enfin du nord du Mali, du centre et un peu partout, pour aussi faire notre proposition, en fait, nous, en tant que jeunes de la diaspora, quelle approche nous on a pour qu'on ait une cohésion sociale au Mali. Bon, malheureusement, les événements se sont passés ainsi. Voilà, juste pour brosser un peu le rôle que les CNJ peuvent jouer. On était avec les jeunes migrants quand ils ont été expulsés de la rue, du foyer de la rue Bara. Et c'est les CNJ qui ont mené les négociations avec la mairie de Montreuil pour qu'ils puissent être relogés. Il y avait d'autres associations, mais les documents ont été signés entre les CNJ, les jeunes qui ont été expulsés et la mairie. Bon, on a fait une collecte aussi pendant le Covid pour venir en aide aux étudiants qui sont en précarité. Vous savez, des étudiants qui quittent leur pays, enfin, particulier en tout cas le Mali, pour venir ici, ils ont droit à 20 heures de travail par semaine. Donc, pendant le Covid, il n'y avait pas de travail, tout était fermé et il n'y avait pas d'autres droits forcément qui s'ouvraient à eux parce qu'il y avait beaucoup de critères qui ne les concernaient pas. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le CNJ, on revient. C'est important quand même que tu reviennes dessus. Parce voilà, c'est important pour voilà, des jeunes qui sont intéressés et qui peuvent aussi militer au sein de cette association. Elle est apolitique. Donc, tout ce que je vais dire ce soir, ce ne serait vraiment pas une prise de position parce que dans mon bureau, on a les deux camps, ceux qui sont un peu pour IBK et ceux qui sont contre IBK. Moi, je me donne ces rôles-là de donner une analyse, on va dire, un peu conciliante entre les deux et essayer de trouver une troisième voie. Malheureusement, c'est ce qui manque au Mali. Pour ceux qui connaissent un peu les pays anglophones, notamment l'Angleterre, bon, il y a eu ce terme de third way, la troisième voie, qui a été créée. Depuis là, beaucoup s'en sont inspirés, pardon. Et voilà, moi, j'essaie de défendre cette voie-là. Voilà. Tout n'est pas bon du côté du pouvoir et tout n'est pas mauvais non plus des contestataires. Maintenant, comment on en est arrivé là, c'est la bonne question. En réalité, il y a un paradoxe au Mali. On nous dit qu'on est un pays démocrate. On était même l'exemple qui était cité souvent en Afrique de l'Ouest. Mais pourtant, comme Awa le disait, il n'y a qu'Alpha, ou comme tu disais également toi, Dibi, qui est arrivé au bout de son mandat en réalité. Donc, on a connu 4 coups d'État. Donc, c'est juste la transition entre Alpha et ATT, c'est plus ou moins bien passé. Donc, du coup, on s'est dit, écoute, c'est un pays démocratique. Mais on se voit que cette démocratie, en fait, elle était basée sur des choses un peu sombres par moments. C'était les partages du pouvoir, c'était les partages de marchés, des choses comme ça. Et du moment qu'on coupe ces marchés, du moment qu'on ne partage plus ce pouvoir-là, il y a une grogne qui se forme et puis ça donne lieu à des soulèvements. Mais c'est aussi une incompréhension sur ce que c'est la démocratie en réalité. Tu en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai activement participé d'une manière professionnelle avec mon agence au Mali à la campagne de 2018. Donc, du coup, j'ai fait le Mali de long en large. Et c'est là où j'ai vu certaines réalités. Effectivement, comme tu témoignais concernant ton oncle, on dit, un tel est passé dans notre village, il a électrifié une partie où il nous a donné un groupe électrogène, on vote pour lui. Et souvent, il était même ministre. Donc, il n'a pas fait de sa propre poche, mais c'est de l'argent du contribuable, c'est l'argent de l'État. Donc, c'est un investissement de l'État. Mais étant donné qu'il y a un nom qui est associé à cet investissement, on le retient. Et ce dernier revient en tant que candidat.
ben, on lui donne la voix sans savoir qu'en réalité, une fois qu'il sera au pouvoir, il ne pourra pas faire grand-chose. Donc, il y a beaucoup de désillusions comme ça. Et aussi, on pourra parler aussi du côté nostalgique du Malien, les Maliens nostalgiques. Ibeka, quand il venait en 2013, c'était Kankene Tigui. Genre, on se souvenait de lui en tant que Premier ministre parce qu'il avait vraiment maté un peu les syndicats étudiants. Il a vraiment pu avoir une forte autorité à ce moment-là. Donc, les Maliens se sont dit, ben, si Ibeka vient maintenant, ben, écoute, il va régler les problèmes du Nord. Et il va régler les problèmes socio-économiques que les Mali traversaient, et ainsi de suite. Ben, la vérité était autre. Comme je le disais à l'entame de mes propos, j'étais à Kidal pendant 4 jours et j'ai vu certaines réalités. En fait, quand nous, on est au sud, on ne peut pas vraiment comprendre. Donc, on voit vraiment qu'il y a un réel fossé entre le nord et le sud et le centre, c'est devenu tellement ingérable. Donc, c'est tout ceci qui nous a amené un peu à ça. Et pour terminer sur ces points, c'est aussi un manque de... C'est pas prétentieux quand je dis ça. Encore une fois plus, je ne donne pas de leçons, je donne mon avis. Et en démocratie, je pense que tout le monde doit être libre de dire ce qu'il pense du moment que ça ne transgresse pas les libertés individuelles de quelqu'un d'autre. Les pouvoirs ont manqué de tact au moment de négocier avec les M5. Ça dit souvent, vous savez, on dit chez nous en Afrique que les pouvoirs montent vite à la tête. Souvent, on essaie de marginaliser, de négliger ou de manquer de respect pratiquement à son adversaire politique. Chose qui peut être une erreur grave. Dans ces cas, on a l'exemple parfait. Les M5, qui est le mouvement du 5 juin, principal mouvement de contestation du régime Ibeka, a fait un mémorandum. Et dans ce mémorandum, il demandait plusieurs points. Effectivement, ces points ne pouvaient pas tous être satisfaits. C'était un peu compliqué, mais c'est le principe même de la négociation. Voilà, on demande 100, on espère avoir 75, mais au final, peut-être qu'on n'a que 50. Donc, ils savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas avoir tous ces points, mais bon, Ibeka les a envoyés un peu balader en leur disant d'aller voir la majorité, ou une majorité qui malheureusement n'était pas très, très unie et qui n'était pas derrière le président en bloc. Donc, ça nous a amené là. Pour vraiment ne pas monopoliser, que ça ne devienne pas ennuyant, ben, je laisse qu'il y ait l'interaction, quoi. Ok. Il y a Ali Soumaré qui posait une question qui était importante. Il demandait est-ce que Ibeka est le seul responsable de la débâcle de tout ce qui s'est passé? Est-ce que toute la responsabilité doit reposer sur les épaules d'Ibeka? Alors, très honnêtement, non. Souvent, ce qui est dit sur les réseaux sociaux ou par beaucoup d'opposants, il ne peut pas être le seul responsable. Déjà, qui l'a mis là, c'est les Maliens qui l'ont élu. Une première fois et une seconde fois. Moi, je me dis, là où je reproche aussi à nous tous, Maliens qui avons voté ou même ceux qui n'ont pas voté. En réalité, Ibeka, elle a eu un mandat de 5 ans. Il a eu un mandat de 5 ans. Au bout de ce mandat de 5 ans, il y a eu une élection. Et entre les deux tours, il y avait 13 candidats qui étaient plus ou moins pas d'accord avec les premiers tours. Ils se sont retrouvés au Radisson, autour de Soumaïla Cissé. Ils n'ont pas pu trouver un consensus, se mettre derrière un homme et le soutenir pour faire partir Ibeka. Donc Ibeka a été réélu. Pour moi, l'ordre constitutionnel doit être respecté. Ça, c'est mon intime conviction. Une personne qui vient, un président qui est élu par les urnes, doit partir par les urnes. Point. Pas plus, pas moins. Sinon, ça deviendra une habitude. Toi, Dibi, ta tête ne me plaît pas, j'essaie de faire un soulèvement et puis on te fera partir. Demain, ce sera le tour d'Ali et ainsi de suite, ce sera sans fin. On voit bien Trump aux États-Unis, il est impopulaire, mais ce n'est pas pour autant qu'on prend les armes pour le faire partir. Il y a un processus d'impeachment qui avait été tenté, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Bon, impeachment, c'est pour un peu destituer les présidents américains devant le Sénat et les congrès. Voilà. Donc, du coup, on doit comprendre aussi ces basiques-là de la démocratie, dire qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il y a la loi qui est là, qui lui garantit quelques prérogatives. Un exemple simple, quelqu'un peut te vouloir du mal ou assassiner quelqu'un de ta famille en France. Tu vas vouloir sa mort, c'est humain, c'est légitime en quelque sorte. Mais la loi t'interdit parce qu'il n'y a pas la peine de mort. Tu ne te rends pas justice toi-même. Donc Ibeka peut ne pas bien gérer, il y a la mauvaise gouvernance, ça on ne peut pas le nier. Je pense qu'Ibeka même l'a reconnu en quelque sorte en disant que il entend la grogne sociale, il tend la main, c'est qu'il savait que tout n'était pas rose de son côté. Donc pour revenir à la réponse, enfin, à la question du grand frère Ali Soumaré, Ibeka est loin d'être le seul comptable, mais sauf que il est le président en fait en réalité. C'est lui qu'on a élu pour changer notre quotidien, pour nous donner un avenir meilleur. Donc forcément, si ça ne va pas, c'est lui qu'on désigne. Et ce qui ne l'a pas arrangé, c'est qu'il n'a pas forcément un bon entourage, enfin un bon entourage dans le sens où politique déjà, il n'a pas de fusible.
Il y a coupure d'électricité, c'est IBK. Il n'y a pas d'eau dans un quartier, c'est tout de suite IBK. Pourtant, il y a des ministres qui sont là, qui sont en portefeuille, qui ont été nommés pour régler ces problèmes-là. Mais aucun de ces ministres ne sort pour défendre son bilan en réalité. S'il avait vraiment confié des missions à des personnes de qualité, il n'avait pas à parler. Chaque ministre allait sortir avec son dossier, avec son bilan. Voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que j'ai réalisé. Mais il n'y en a pas. Vous voyez quel ministre sorti, quel ancien ministre sorti prendre la parole pour ne serait-ce que le défendre par le bilan. Il n'y en a pas. Au contraire, il sort du gouvernement pour aller d'un autre côté et puis lui taper dessus. Bon, après, c'est une erreur de casting, donc du coup, il est responsable de cela. Maintenant, celui des chefs d'État, il ne peut pas ne pas être indexé. On peut dire que voilà, c'est une responsabilité partagée, mais on peut plus lui en vouloir à lui qu'à un citoyen lambda qui n'a pas les manettes de l'État, qui n'a pas la souveraineté que lui il avait. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses justement, tout à l'heure on parlait de maturité politique, de maturité électorale avec Awa, est-ce que tu penses justement qu'il y a cette maturité électorale qui fait qu'on va désigner un candidat sur un programme, chose qui pour moi n'a pas de sens aujourd'hui au niveau du Mali, parce que tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, on se laisse plus guider par ses émotions que par la raison. Aujourd'hui, aucun candidat pour moi n'a été valorisé lors des dernières élections, même lors des élections passées, sur un programme. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas ce qui manque? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire à ce niveau-là pour que justement les Maliens et la classe politique puissent rendre des comptes de cette manière-là, qu'on puisse, comme on l'avait proposé nous entre les deux tours, qu'ils puissent avoir un débat limite télévisé, où le Malien pourra entendre ce que chacun aura comme projet pour la jeunesse, pour l'éducation, pour les retraités, pour l'armée, qu'on puisse vraiment entendre et juger les gens sur un programme. Un programme. Parce qu'en fait, on est trop guidé par nos émotions. Tout à l'heure, tu parlais du candidat qui va donner un sac de riz, etc., qui, à travers ce geste et tout, tout le monde va se tourner vers lui. Ah, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui nous a ramené le riz, c'est lui qui nous a... Le Malien, c'est même pas que le Malien, c'est l'Afrique en général. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Afrique, malheureusement, et qui, pour moi, aujourd'hui, est la cause de pas mal de maux, en tout cas au niveau mots MAX, au niveau de nos pays. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire déjà à ce niveau-là pour que justement on puisse atteindre cette maturité électorale, qu'on puisse élire sur un programme et non celui-ci guidé par les émotions pour choisir une personne? Est-ce que le simple fait de s'organiser déjà à ce niveau-là ne va pas apporter déjà un autre changement? Est-ce que ça ne va pas être une nouvelle dynamique pour nous? Est-ce que ça ne va pas être l'une des amorces de ce nouveau virage qu'on doit emprunter? Oui, merci pour cette question. Mais avant ça, je vois les grands frères Ali encore qui me dit effectivement, qui nous dit pardon que IBK a été élu sur l'objectif les Mali d'abord à mettre de l'ordre effectivement. C'est vrai parce que il était venu à un moment donné où il y avait un désordre pas possible au nord. Donc les gens l'ont venu sur ça. Maintenant, est-ce que il est arrivé en fait à cet objectif? Non, malheureusement, parce que la crise s'est déplacée au sud. Moi, je dis, quand j'étais à Kidal, il n'y avait pas de drapeau malien. Les gens de Kidal m'ont demandé d'envoyer une photo, faire une banderole pour m'accueillir et tout. Moi, j'ai envoyé une photo avec vert, jaune, rouge sur le côté. Donc, au montage, ils ont gommé le drapeau malien. Ils m'ont dit que c'était sensible là-bas de faire attention aux femmes, aux jeunes, donc ils sont hostiles au Mali. Donc, je suis allé, en quelque sorte, dans ces conditions-là. J'ai rencontré tous les leaders, que ce soit celui de la SEMA, Bilal Al-Sherif à l'époque, à la Gabas et autres. Donc, on voyait bien que l'État malien n'y était pas. On était escortés par les gens du MNLA, ou de la SEMA, on va dire, en quelque sorte. Donc, à ce niveau, il y a eu un échec. Venir au centre encore, vers Sévaré ou autre, moi, j'ai quitté Sévaré quelques temps après, il y a eu une attaque. Enfin, on se dit, finalement, l'intégrité territoriale, n'est pas un acquis. Et pourtant, il a été élu sur ces volets-là. Maintenant, au bout de 5 ans, quel bilan il a présenté pour nous dire, voilà ce que j'ai essayé, voilà ce qu'on a pu atteindre et voilà ce qu'on pourra avoir au bout de mes autres 5 années. Il n'y a pas eu de communication en réalité. Il y a eu une grosse faille à ce niveau sur ses acquis, sur son bilan, des choses qu'il a eu à faire. Il venait à un moment très difficile, le pays est en crise complètement, mais voilà, son équipe forcément n'a pas tout
tout bien gérer. Maintenant, pour revenir à ta question concernant l'électorat, je vais être assez basique, mais parce que toi et moi, nous sommes là en train d'en parler, parce qu'on a une certaine connaissance qu'on a acquise soit à l'école ou parce qu'on a voyagé, parce qu'on a rencontré du monde. Moi, mon jeune frère qui serait au village, qui n'est jamais allé à l'école, qui n'a pas voyagé, qui ne sait pas vraiment, en fait, qui ne connaît pas les bases même de la démocratie. On lui demande de choisir entre un candidat X ou Y. OK, lui, il est jeune sans repère. Je ne suis pas en train de défendre l'achat des votes, hein, mais juste pour expliquer les contextes. Voilà, un jeune sans emploi, sans perspective, il n'y a pas d'usine dans le village, il n'y a pas d'emploi où il va aller au McDo, il n'y a pas d'entreprise où aller faire le nettoyage, il n'y a rien. C'est aller au champ, cultiver pendant 2 ou 3 mois, selon les saisons, et ensuite rester à la maison à faire des petits boulots par-ci, par-là. Enfin, des petits boulots, des tâches pardon, un peu de la maison. Les deux candidats viennent le voir. L'autre lui donne 5 000, l'autre donne une Jakarta. Mais c'est sûr qu'il va prendre celui qui lui a donné une Jakarta. On ne va pas lui en vouloir parce que l'État a failli à ce niveau. L'État ne l'a pas instruit. L'État n'a pas créé d'école pour qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent choisir entre les candidats selon leur programme. Toi, tu vas aller avec un programme. Moi, je l'ai dit, hein, je lis des candidats qui ont écrit des livres. Par exemple, comme par hasard, aujourd'hui, je ça sous la main. C'est vraiment un pur hasard. Mamadou Hugo Radjala, je ne sais pas si vous le connaissez. Et, voilà, un cadre malien qui a été candidat à ministre plusieurs fois. Donc, du coup, lui, dans son livre, un peu, c'est ça qu'il défend en disant que l'achat des voix ne va mener nulle part. Mais c'est des gens qu'on ne va jamais peut-être pas écouter, en fait, en tout cas, dans un premier temps. Maintenant, avec tout ce qui se passe, peut-être qu'on aura un autre sursaut où les gens vont commencer à se dire ben, écoutez, j'ai pris 5 000, j'ai pris 10 000. Il a été élu pendant 5 ans, je n'ai rien vu changer. Donc, en réalité, cette maturité n'est pas là. Elle sera là seulement quand la 50%, voire 60% de la population sera instruite, saura choisir entre les candidats sur leur programme où l'instruction n'est pas forcément en français. Ça peut aussi être en bambara. Quand toi et moi, nous allons nous exprimer en bambara devant un des électeurs, tu vas expliquer pourquoi tu voudrais qu'il vote pour toi. Je vais lui expliquer de même. Il saura choisir. Mais cette pratique n'est pas instaurée au Mali. Tu parlais des débats. En France, on appelle les candidats à se défendre, à défendre leur programme. Mais au Mali, on n'a pas ça. L'URT n'était pas en mesure de faire un débat pendant lequel les candidats allaient s'affronter et essayer de se défendre comme ils pouvaient sur leur programme. Il n'y a pas ça. Donc, les citoyens n'ont pas l'outil nécessaire pour juger un programme. Au Mali, va demander à un villageois s'il a lu le programme de 60 pages. C'est très compliqué. Par contre, si ça passe à la télé ou à la radio, il pourra savoir qui a gagné, qui a plus d'éloquence, qui a plus d'expérience et autres. Donc, cette maturité politique, pour ne pas me répéter, viendra quand la plupart de la population sera instruite, saura faire la différence entre les promesses en l'air et des gens qui sont capables de le faire. Je prends un exemple terre à terre. Hein. J'étais dans un débat tout à l'heure, c'était dans ma langue maternelle en soniké, où je me disais, un candidat vient vous voir pour dire, je veux construire un pont. La première des choses, vous lui demandez en fait, comment comptes-tu t'y prendre en fait? Il va te dire peut-être, ouais, je vais amener des pelleteux, du ciment, du gravier, du fer, peu importe. Tu lui dis, ah ok, il est sur une bonne voie, il sait au moins les basiques. Mais il commence à te parler d'autre chose que ces matériaux que je viens de citer. Tu peux te poser des questions. Donc en réalité, la base, elle est là. Voilà. Mais après, aujourd'hui, est-ce que, pour moi, à mon sens, aujourd'hui, si on doit trouver une solution justement à ce problème-là, pour moi, le débat télévisé règle 60, 70, voire 80% de ce problème-là. À partir du moment où tu fais asseoir les candidats face à face, un débat en bambara, pour que tout le monde puisse comprendre, parce que le bambara étant la langue principale du Mali, pour que les gens puissent juger à travers ce qu'ils vont entendre et voir. C'est-à-dire que avoir un présentateur neutre, comme ça se fait partout dans le monde, avoir un présentateur neutre qui va poser des questions sur différents sujets et tout. De là, chacun va détailler, résumer. C'est un travail qui, pour moi, à l'époque et tout, entre les 2 tours de la dernière élection, on nous avait demandé d'organiser un débat entre 2 tours de la jeunesse malienne et tout. On avait fait un live à l'époque avec les porte-paroles d'Ibeka en France. Et lors de ce live et tout, on avait soumis cette idée. Moi, ça fait un moment que je parle justement de cette idée de faire des débats télévisés pour que le Malien puisse entendre, voir aujourd'hui
quel est l'engagement de ces hommes à qui il va faire confiance, Mm. quelle est la vision de cette personne à qui je vais donner mon vote. Est-ce que c'est quelqu'un qui va dans mon sens? Est-ce que c'est quelqu'un qui va répondre à des problématiques qui me touchent ou pas? C'est toutes ces choses-là qu'aujourd'hui, qui doivent venir donner du sens aujourd'hui à cette maturité électorale dont on parle depuis tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui est au fin fond de Carta là-bas, qui n'a pas forcément la lecture, qui n'a pas forcément les infos, va aller voter, mais va aller voter par défaut, va aller voter parce qu'on lui a dit de voter pour telle personne, ou va aller voter à travers ses émotions en te disant, ah bah c'est lui qui allait construire le puits dans le village d'à côté, donc comme dans le village d'à côté, il y a ma tante qui est là-bas, donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir ce concret-là. Ça doit même être quelque chose qui doit créer une sorte d'enthousiasme dans la population malienne, à savoir et tout. On doit être excité limite de savoir aujourd'hui qui sont ces personnes-là qui veulent qu'on leur accorde notre confiance. Et tu dois être excité à ça. Quand il y a un débat télévisé en France, quand il y a des débats avec les différents présidents, avec les Marine Le Pen, tout ça et tout, on est tous pressés de voir parce qu'on veut entendre, même si certains vont lire leur programme sur les réseaux, sur leur site, etc. Mais tu as envie de voir comment ces personnes-là vont se défendre face à. Ils seront tous là en face de l'autre, tout comment ils vont se défendre. Parce qu'aujourd'hui, on doit juger les gens sur une vision, sur un leadership, sur des engagements, sur toutes ces choses qui vont faire que bah, finalement, et tout, on n'aura pas de regret parce qu'on se dira, bah, on les a jugés sur ce qu'on a vu, sur ce qu'ils nous ont promis. Et là, il y aurait du concret parce que Ibeka, aujourd'hui, certains vont faire des reproches et tout, en disant beaucoup de choses et tout, mais beaucoup n'ont pas lu son programme d'avant, ne savaient pas ce qu'il y avait dedans, donc ne peuvent pas lui faire de reproches en disant, mais tu avais dit ça, tu avais promis ça. Ils vont lui parler de choses qui ont été au cours de son mandat et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important que les candidats puissent venir. C'est comme quand tu déposes un chèque de caution. C'est-à-dire que si ça ne va pas, bah, tu le récupères. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les candidats vont venir avec des promesses, avec un programme, avec des engagements et tout, et ils doivent être jugés sur ça. Ils doivent être jugés sur ça, mais malheureusement, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un premier travail? Moi, je te parle de ça parce que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse faire les choses dans l'ordre aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai travail qui doit être fait? Est-ce que l'ORTM doit jouer un rôle ou pas? Ou bien est-ce que ça doit être une entité extérieure qui soit neutre? Ça peut être même nous qui puissions monter le créneau, qui puissent organiser quelque chose de correct et de bien pour que le Malien puisse enfin entrevoir quelque chose de concret et quelque chose qui puisse l'aider à faire son choix, tout simplement. Je vois des commentaires très intéressants qui vont dans ce sens-là. Il y a, je ne sais pas si c'est un nom féminin ou masculin, pardon, Saba, qui dit ils n'ont pas de programme. Malheureusement, la plupart des candidats n'ont pas une seule page de programme. Parce que c'est pas, comme tu le dis, il n'y a pas de débat à la télé, on ne les interpelle pas, ils ont juste leur 4x4 à faire le tour du Mali et donner des sacs de riz et basta. Maintenant, ça ne viendra pas de leur thème, c'est évident, sauf s'il y a une impulsion extérieure qui les pousse à le faire. Mais ça peut être les réseaux sociaux. On a vu ces mouvements, en fait, est arrivé à ce niveau grâce aux réseaux sociaux. J'ai regardé les directs des jeunes Maliens, il y avait 14 000, 15 000 personnes qui regardaient en live. Donc, ça veut dire que les gens commencent à s'intéresser un peu à la chose publique à travers les réseaux sociaux. Parce qu'on a des jeunes, comme on aime appeler vidéoman, qui nous mettent un peu au courant de tout. Avant, un ministre ne pouvait pas être interpellé sur Twitter. Ben maintenant, le ministre de la Santé, Michel Sidibé, a été interpellé à plusieurs reprises. EDM, qui est l'équivalent de EDF ici, est interpellé quand on voit un poteau qui a une mauvaise posture et que c'était une zone d'habitation. Les gens prenaient des photos, ça faisait les tours de Twitter et après, ça se faisait réparer après. Donc, du coup, il peut y avoir une sorte de dynamique qui viendrait des réseaux sociaux, qui viendrait de cette génération 2.0 qui va inciter les candidats à faire un débat. Ça peut être un sondage où 80% de gens diront on veut un débat. Ils seront obligés d'aller à ce débat. En allant au débat, on ne part pas le main vide. Forcément, on part avec quelque chose dans la tête, mais aussi quelque chose de rédigé par une équipe. Donc, ça peut être une impulsion qui sera donnée par les citoyens, donc les réseaux sociaux, en quelque sorte. Mais c'est la base. C'est sur ça qu'on va les juger. Si je n'ai pas de programme, par exemple, moi, pour mon mandat du CNJ, j'ai présenté un programme. Je me suis dit, à la fin de mon mandat, demandez-moi si c'est qu'est-ce que tu as pu réaliser dans ces programmes.
Là, à la rentrée du 5 septembre, on va faire un bilan d'étape. Ça fait une année que je suis à la tête de cette association. On va présenter ce qu'on a eu à faire. Voilà, par exemple, bon, ça sera peut-être la deuxième partie de l'échange, l'apport de jeunes de la diaspora. Qu'est-ce que nous, on peut apporter au pays? Ben, on a eu des actions à faire à ce niveau. Donc, du coup, c'est des choses qu'on présente. Mais si tu n'as pas de bilan, à la fin, on te demande sur quoi tu as été élu, ben, tu es incapable de défendre quoi que ce soit. En tout cas, moi, j'espère sincèrement que ce qu'on dit va être entendu et que des choses seront mises en place. Nous-mêmes, si on peut y contribuer, on le fera. Que ce soit à travers le RTM, que ce soit à travers une autre chaîne, que ce soit même à travers quelque chose qu'on puisse créer nous pour se dire qu'on a apporté notre pièce, qu'on a apporté notre pierre à l'édifice, qu'on a apporté notre part du progrès, qu'on a pu être une valeur ajoutée à tout ça, parce que c'est bien de parler, c'est bien de faire des débats, c'est bien d'intervenir, etc. Mais c'est surtout important de se dire comment je peux contribuer à tout ça, quelle va être ma valeur ajoutée. Et donc, c'est super important qu'on puisse aussi, comme disait Awa, avoir des idées et permettre justement que nos idées puissent être mis dans les rails du concret, que ça puisse apporter quelque chose à notre pays. Pour continuer un peu dans nos échanges, justement, j'allais parler justement maintenant de l'après. De l'après, à savoir aujourd'hui, on prend un virage qui pour moi, je l'espère, sera le virage qu'on attend depuis longtemps. Comment aujourd'hui, comment toi tu entrevois la suite? Comment aujourd'hui tu entrevois la suite? Comment aujourd'hui tu estimes que la jeunesse doit jouer un rôle? De quelle manière? Est-ce que la jeunesse sera sollicitée par des personnes qui justement vont prendre les rênes de cette transition? À quel niveau nous, on pourra intervenir? Quelles seront les choses que nous, on pourra faire, mettre en place? Est-ce qu'on doit s'organiser en amont pour partir proposer quelque chose, ou bien est-ce qu'à travers les entités qui existent, comme le CNGM ou comme d'autres entités qui existent, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place très rapidement, justement, pour qu'on puisse aussi se sentir utile et qu'on puisse aussi apporter notre contribution à tout ça? Alors, merci beaucoup. Je pense ça peut paraître prétentieux, mais la base, ça va être de l'audace. Et je suis sûr que ce n'est pas Ali qui dira le contraire, ou Fatou Koïta, ou d'autres élus franco-maliens qui sont ici. La politique, c'est ça, c'est de l'audace, il faut oser. Ce qu'on est en train de faire, c'est un début, nous intéresser déjà à ce qui se passe au Mali, en débattre, et de cela va naître des idées. Voilà, les idées vont naître, et ensuite, ces idées, peut-être qu'une partie, 1%, 2%, vont être prises en compte, et puis, bon, ce sera déjà quelque chose de gagné. Maintenant, c'est aussi nous imposer en quelque sorte. Notre voix doit être entendue. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très poli, mais de très audacieux. Si je veux quelque chose, j'ai fait tout pour l'avoir. Quand j'allais à Kidal, mais les gens me disent, mais comment tu peux aller à Kidal? Il n'y a pas l'armée malienne, tu vas avec des gens qu'on ne connaît pas, ils vont te kidnapper. Je dis, mais qui suis-je pour qu'on me kidnappe? Et puis, de toute façon, j'aurais essayé. C'est les jeunes qui sont là-bas, qui souffrent, il faut aller à les rencontres, les écouter et entreprendre des projets dans ce sens-là. Donc, c'était de l'audace. On a fait venir le ministre Jean-Paul Sidibé, pardon, c'était le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Al-Bachar, plus, enfin, d'autres personnes, je vais épargner les noms, mais en tout cas, autour de cet enjeu de jeunes de la diaspora, ceux qui veulent retourner au pays, quel processus on peut mettre en place pour faciliter le retour. Je en parlais au début, je suis entrepreneur, je fais la navette entre Paris et Bamako. Voilà, 2 mois là-bas, 1 mois ici, ainsi de suite, depuis plusieurs années. Donc, il y a un réel problème du retour de jeunes de la diaspora au pays. Et Diadé Soumaré vous le dira, et Dia Sako vous le dira, tout autre jeune malien qui était là, qui sont rentrés, vous le diront. Ils sont confrontés, on est confronté à beaucoup de difficultés, et ces choses doivent être entendues. Donc maintenant, en quelque sorte, excusez-moi du terme, on fait table rase, on est en train de construire le nouveau Mali. C'est à ce moment qu'il faut qu'on parle de nos réalités. Qui mieux que nous-mêmes pourra défendre nos intérêts? Quand je dis intérêts, pas forcément des intérêts individuels, mais des intérêts collectifs. Voilà, un jeune qui va rentrer au pays, c'est un apport considérable pour le Mali. Tu parlais du Rwanda. L'apport de la diaspora malienne pour le Mali, c'est plus que l'aide publique. Mais on les dit tellement que ça devient insignifiant. Pourtant, c'est très important. Cette aide doit être encadrée, ça doit être soutenu pour qu'on investisse dans des secteurs porteurs. Quand je vois un villageois ou comme mon village qui ont des centaines de millions qui dorment ici, ben, on peut les investir dans des secteurs qui vont créer des emplois pour les jeunes qui restent au pays. Et ceci ne peut être fait tant qu'une bonne politique n'est pas mise en place à l'endroit de la diaspora, à l'endroit des jeunes de la diaspora.
Et c'est à nous de le faire. Ce n'est pas en restant ici, ce n'est pas en voyant le Mali de loin. Et si j'ai un mot à dire aussi sur ces plans-là, c'est que l'avenir, c'est l'Afrique. Ça, il faut qu'on le cherche. Et moi, j'ai créé une application Ficasso, un peu comme Deliveroo, Uber Eats. Sur cette application, il y a au moins 10 restaurants qui sont tenus par des franco-maliens. Vous imaginez? Mais je suis très content de voir que ces gens retournent. Mais ceux qui ne retournent pas, c'est pas non plus, on ne va pas les blâmer. Tout le monde trouvera son bonheur là où il veut. Mais en tout cas, pour vous dire que ce pays ne se construira pas sans nous, ce sera avec nous, mais en nous imposant. L'accueil de la diaspora, souvent on est indexé, même moi qui suis là-bas, grandi là-bas, ben, quand je retourne, ben, écoute, je suis considéré comme un étranger dans mon propre pays. Mais en s'imposant, on arrive à gommer ces préjugés-là, tout simplement. Là, pour revenir à ce que tu disais, pourquoi ne pas former, pour ne pas dire collectif, parce qu'on est trop habitué à ça ici au Mali, mais un cercle de réflexion sur nos problématiques et les soumettre à la transition. Parce qu'une fois qu'un gouvernement est mis en place, ben, ce sont des intérêts particuliers ou des partis politiques, des regroupements qui ont mis ces ministres en place, qui ont mis des gouvernements en place. Donc, ils vont défendre ces intérêts. Mais en amont, pourquoi nous ne travaillons pas sur un document à soumettre? Voilà, nous, jeunes de la diaspora, on compte rentrer au pays, on compte investir au pays, où on a tout simplement l'amour du Mali, même si on est en France. Voilà comment on voit une sortie de crise, tout simplement. Ça, c'est des réflexions à mener. Mais est-ce que ce n'est pas déjà des choses qui avaient été entamées? Je ne vais pas citer les noms, mais il y a beaucoup de mouvements qui ont été créés ces dernières années. C'est des mouvements qui ont eu une certaine dynamique qui s'est essoufflée. Tout à l'heure, j'en parlais indirectement quand je disais que tu as pas mal de mouvements qui se sont construits et que dès lors qu'il y avait ce problème de leadership qui s'installe, bah, ces mouvements s'essoufflaient et les personnes sont allées petit à petit. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi ce problème d'organisation de la diaspora ici? Je réponds à la question, pardon, j'ai lisé les commentaires, désolé, tu disais. Je disais, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de l'organisation de la diaspora ici? Comment te dire? Est-ce que la diaspora n'a pas du mal, justement, parce qu'il y a plein de talents dans la diaspora, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis, autres et tout. Mais quand je te disais que tous les mouvements qui ont été créés ces 10 dernières années se sont tous essoufflés. C'est quoi la raison justement de cet essoufflement? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership? Est-ce que malheureusement et tout, tu as dans ces mouvements des personnes qui ont aussi des intérêts personnels, qui veulent brider certains mandats? Est-ce que justement ce côté honneur et prestige et tout, qui gangrène la politique malienne, n'est pas aussi présent justement au niveau des petites entités, des petites formations qui se créent en parallèle? Ça l'est au niveau de nos parents, très sincèrement, pour ne pas citer des organisations, mais en tout cas qui représentent les Maliens de France. Il y a ces bicéphalismes, c'est tout le temps des entités qui s'affrontent sur les mêmes problématiques. Forcément, ça c'est indéniable. Maintenant, nous, jeunes générations, je ne pense pas que ce soit forcément des logos ou autres, c'est plus peut-être aussi, il faut un don de soi. Parce que pour coordonner, pour être à la tête d'une structure qui ne t'apporte rien, ben, il faut se donner. Moi, souvent, on m'invite à des activités à Bamako. Souvent, tu prends ton billet pour aller représenter la France. Et si tu as un boulot qui ne permet pas de partir, ça va être compliqué. Si tu veux fédérer tous les jeunes de la diaspora, ce sont des rencontres tous les week-ends, ce sont des rencontres en fin de journée. Qui sont ces jeunes qui sont prêts à sacrifier en fait leur vie de famille ou tout simplement des heures de travail pour venir à ces rencontres? Donc, les organisations s'essoufflent facilement dans ce sens-là. Ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de projet concret, il n'y a pas de vision. J'ai fait une rencontre 2 ou 3 fois quelques mois, après, ça s'arrête. Donc, on a besoin du concret. Quand je parle d'entrepreneuriat, je parle d'expérience. Quand je suis allé au Mali, j'ai des salariés. Je sais de quoi je parle. Et je peux être productif là-dessus. Quand toi, tu vas parler du milieu du managing ou autre, ou de l'événementiel ou autre, ça, tu as une certaine expérience là-dedans. Ben, écoute, tu sais de quoi tu parles. Il faut qu'on arrive déjà à nous organiser dans ce sens-là, qu'on soit complémentaires et qu'on ne vienne pas se marcher sur les pieds les uns les autres. Mais ce que tu fais, c'est un début déjà. Prendre Awa, mais prendre d'autres personnes plus tard dans ton live, ben, il y a des gens qui nous écoutent. Ils vont peut-être apprendre de peu qu'on dit et nous aussi, on va lire les commentaires et puis bon, on s'instruit ensemble. Mais il y a un problème d'organisation. Moi, par exemple, les CNJ, c'est très mal connu. Ça fait 1 an seulement que je suis à la tête, mais on se bat de telle sorte que les jeunes puissent vraiment s'impliquer parce que sur les papiers, ça pèse. Quand les jeunes étaient mis dehors à Montreuil, mais nous, on est allé les soutenir.
je ne dis pas que sans nous, ils n'allaient pas être relogés. La France est un pays de droit. Forcément, ils allaient être relogés. Mais voir qu'il y a une structure de jeunesse qui est derrière eux, qui les soutiennent, ça a un poids. Il faut qu'on arrive à être solidaire. Ben, je ne sais pas, il y avait un petit mouvement qui a été créé, Force et Courage, quelque chose comme ça. Tous les week-ends où ça tournait un peu, on allait dans un restaurant, puis on allait dans la boutique de l'autre. Vraiment en communauté, essayer de se donner de la force, essayer d'apprendre à se connaître tout simplement. Toi, tu es dans la communication, écoute, moi j'ai une entreprise au Mali, ben, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On va collaborer. Voilà, Ali, il y a peut-être un réseau qui peut mettre en contribution, il le fait. Donc, il y a ces problèmes je dirais pas de leadership, parce que ce serait peut-être manquer de respect à tous ces jeunes-là. Je pense à toi, à Mams, à Ali, à Fatoumata Bouné, à Fatou Koïta, Djeneba Keita. Enfin, il y a des leaders en gros. Mais on n'arrive vraiment pas à faire les traits d'union pour rassembler tous ces beaux mondes. Et bon, c'est peut-être aussi, je sais pas, un problème d'ego. J'en sais rien, mais j'ose espérer que c'est pas ça et qu'il y a d'autres problèmes qui nous empêchent d'arriver à ce niveau. En tout cas, moi, je me donne comme ambition pendant mon mandat, de rassembler au maximum les jeunes de la diaspora et de défendre les intérêts. J'ai eu à interpeller des ministres dans ce sens-là, à faire venir des ministres ici à Paris. Il y avait un forum sur lequel on voulait même faire venir les chefs d'État. On m'a dit que ce n'était pas possible, mais le Premier ministre, c'était possible. Voilà, mais bon, les choses sont passées autrement. Mais nous, on a l'audace d'essayer. Après, il faut qu'on soit encouragés et aidés. Ensemble, nous sommes forts. C'est clair. Après, aujourd'hui, concrètement, toi, aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe et tout, je pense qu'avec le CNJ, vous avez dû vous voir, vous avez dû discuter et tout. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez envisager très, très rapidement? Parce que ça va aller très vite, je pense. Je pense que là, il y a plein de choses qui se disent par rapport à la transition, etc. J'imagine qu'on va tous devoir jouer un rôle à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que toi, tu es préparé à ça? Est-ce que tu as une vision aujourd'hui qui va te permettre peut-être de réunir autour de toi? Tu fais partie des entités aujourd'hui qui font des choses concrètes, tu fais partie des choses qui existent. Moi, j'ai toujours dit que c'est triste quand on décuple nos forces et qu'au lieu de tout miser sur une entité qui existe, qui fait déjà des choses, que plein d'entités se créent à travers finalement nos forces soient divisées. Et c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire que tu as plein d'entités qui ont été créées, chacun était de son côté et tout, au final et tout, nos forces sont divisées. Donc, est-ce que, c'est la question que je me pose en tout cas aujourd'hui, est-ce que c'est pas mieux qu'on se pousse derrière une entité, qu'on la pousse, qu'on puisse l'ériger de sorte à ce qu'elle puisse être un peu notre porte-parole et qu'on puisse, à travers justement cette entité, proposer des choses concrètes et partir justement pour apporter notre pierre à l'édifice. En tout cas, aujourd'hui, il y a des choses qui se font à travers le CNJM. J'espère sincèrement que dans les jours à venir, le CNJM va jouer un rôle, parce que c'est aussi votre rôle de proposer, de solutionner ce qui a à solutionner, et que vous allez justement tendre la main à toutes ces personnes qui sont autour de vous, qui peuvent et doivent aujourd'hui apporter leur part de progrès par rapport au Mali. C'est entamé parce que si tu vois que j'accepte d'aller sur le plateau télé et donner l'analyse parce que je ne veux pas qu'il y ait ces vides-là en fait, que ça se fasse sans nous. Il faut qu'on donne notre vision. Si on doit condamner des choses, on les condamne, mais on ne va pas rester que dans ça. On propose aussi des solutions pour sortir de cette crise-là. Maintenant, oui, bien avant même que ça ne soit un coup d'État, avec tous ces mouvements de M5 et autres, avec mon équipe, on réfléchissait déjà sur une première approche. On voulait faire une vidéo, d'ailleurs, je lance l'appel, ceux qui sont intéressés, y compris toi, d'ailleurs, on va en parler en inbox, c'est de faire une vidéo où on marche dans la rue à Paris avec une caméra un peu dessus. Moi, je marche parce que nous sommes des jeunes, que le Mali nous intéresse. Bon, j'ai dit n'importe quoi, mais juste comme ça. Et toi, tu sors du métro avec une autre phrase qui vient compléter ce qu'il vient de dire. Il y a un bus qui s'arrête, un autre jeune qui sort, l'autre sort du café, et ensemble, on sort, en fait, on soit une masse, en fait, qui marche. Nous sommes aussi les Mali. La diaspora, c'est aussi le Mali. On aime les Mali autant que ceux qui sont là-bas, et on a une valeur ajoutée parce qu'on a une double culture. Voilà, on est aussi malien que français ou belge ou autre. Donc, c'est les premières initiatives qui étaient là pour aussi marquer les terrains et aussi faire une conférence. À la base, je devais aller sur TV5 pour parler de cette conférence. Sortie de crise, qu'est-ce que propose la diaspora? Quelle est la solution que la diaspora propose? On allait faire une conférence Zoom avec
des professeurs d'université, des jeunes, autour des questions en fait qu'on allait aborder d'une manière neutre et produire un document qu'on allait soumettre au M5 et au pouvoir. Voilà comment nous, on envisage une sortie de crise. Voici notre vision un peu de la situation. Bon, ça ne s'est pas fait, mais on peut le transformer en proposition pour la transition, tout simplement. Et moi, je suis partant plus que jamais. Encore une fois de plus, ce n'est pas du tout pour me vanter, mais quand on me disait qu'il n'y avait pas de ministre qui était capable d'aller à Kidal et que je me dis, ben, écoute, c'est l'amour du Mali, j'y vais. Si ça ne m'a pas arrêté, rien ne m'arrêtera. Donc, ensemble, essayons de réfléchir une fois de plus. Faisons des propositions concrètes. Comme tu dis, ça va très vite. Ça se fera sans nous. On ne parle pas de gâteau. Il faut que les gens comprennent. Quand on dit en France, tout le monde gagne sa vie, même si c'est modestement, on gagne notre vie. Donc, on ne réclame pas des choses, en fait, personnellement. Mais on a des jeunes entre nous qui sont entrepreneurs, d'autres qui veulent retourner tout simplement bosser. On aimerait que les choses soient mises en place. Moi, je jette l'idée comme ça. C'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé depuis un moment. C'est de créer, en fait, une structure qui va cadrer l'investissement de la diaspora. Voilà. Donc, si c'est entendu, tant mieux. Mais en tout cas, c'est un document que j'ai. C'est tout jeune de la diaspora qui veut rentrer au pays. Tu as une structure étatique qui est là. Donc, ils n'ont pas à t'arnaquer ou quoi que ce soit parce qu'ils sont payés spécialement pour ça. Toi, dès l'aéroport, on t'accueille, on t'explique comment ça se passe, les documents qu'il te faut, les pièges à éviter, des rendez-vous dont tu as besoin. En 1 ou 2 semaines, tu as tout ce qu'il te faut pour créer ta société en quelque sorte. Tu veux des locaux, on te cherche. Enfin, bref, vraiment même une sorte d'incubation des jeunes qui ont des idées de projet, mais qui rentrent au Mali, ben, on vous aide à voilà, mûrir votre projet, à monter votre business plan et à trouver des financements possibles. Et avec l'AFD, avec d'autres partenaires, les financements sont là. Mais sauf qu'une fois de plus, nous ne sommes pas organisés et nos actions ne sont pas coordonnées. Donc ça, c'est des idées qu'on peut soumettre à la transition ou au gouvernement qui sera mis en place, au-delà du ministère, parce que les ministères, c'est assez politique. Les ministères de Mali de l'extérieur, ils viennent pas venir ici à Paris. Concrètement, ils rencontrent nos aînés et puis rien de concret. Mais une structure qui est là, qui est animée par des professionnels qui sont payés par l'État, mais ils ne feront qu'aider les jeunes à retourner au pays. Et tout jeune qui retourne au pays, c'est une valeur ajoutée. Encore une fois plus, sans trop parler de ma personne, j'emploie une dizaine de personnes. Mais c'est déjà ça. Toi, tu rentres, tu vas employer 20, c'est déjà ça. Djadé, là-bas, il emploie une vingtaine. C'est déjà ça, c'est le Mali qui gagne en réalité. Et ceux qui sont là-bas, je pense que petit à petit, sortiront de ces idées préconstruites en disant, ouais, bon, ils viennent fanfaronner. Mais non, on a un mode de vie qui est différent. Ben, accordez-nous cette différence-là, tout simplement. Après, moi, je suis content aujourd'hui quand je vois quand même que, même au niveau de Mali, il y a une certaine organisation. Moi qui suis proche de Djadé Soumaré, à travers ce qu'ils font, à travers leur association Repat Mali, etc., il y a quand même cette organisation qui a été créée pour accueillir, on va dire, ceux qui viennent s'installer là-bas. Donc, il y a un petit réseau qui s'est créé, même qui est les ambassadeurs. Voilà, chose qui est très, très bien et je pense que c'est quelque chose qui doit être encouragé. Et c'est aussi des personnes sur qui il faut compter. Moi, j'ai toujours et tout, on parle beaucoup de diaspora, mais on parle peu aussi des personnes qui sont installées, les expats qui sont là-bas, qui aujourd'hui jouent aussi un rôle important et qu'il faut souligner et qui je pense aussi, doivent jouer un rôle important justement dans ce changement à travers leur expérience, à travers toutes les choses qu'ils mettent en place sur place. C'est les premiers touchés. Aujourd'hui, si demain ça se passe au Mali, ils ont leur business, ils ont des choses qui sont sur place et malheureusement et tout, ils vont être les premiers le premier à en pâtir, tu vois, par rapport aux entreprises, aux business qu'ils avaient lancés. Donc, c'est super important aussi que vous puissiez justement et tout prendre part de cet élan et qu'on puisse s'unir tous ensemble, Maliens, expatriés et diaspora, et qu'on puisse tous se dire, voilà, aujourd'hui, on va taper du poing sur la table et tout. Le Mali de demain ne se fera pas sans nous. Aujourd'hui, nous avons des idées, nous avons une vision, nous avons des solutions. Donc, aujourd'hui, on est prêt à les mettre à contribution et surtout, le changement ne peut pas se faire sans nous. Sans vouloir nous jeter de fleurs aujourd'hui, tout comme les Maliens, tout comme les expats, on est une pièce maîtresse en tout cas du changement et on doit se lever, on doit le dire et on doit prendre part justement à toutes ces choses-là parce que le Mali ne se fera pas sans l'union de toutes ces choses-là, de toutes ces personnes, de toutes ces entités, de tous ces talents, de toutes ces compétences. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on entreprend l'un des virages les plus importants sûrement de notre histoire. Aujourd'hui, on doit tous jouer un rôle en tout cas et tous pouvoir y contribuer chacun à sa manière. Moi, je propose, pour être plus concret, la réflexion dans les jours à venir,
essayer de voir le week-end une rencontre. Donc, ceux qui sont intéressés, mais vraiment à politique, tout le monde est là, à son propre nom. Ben, que ce soit autour de mon mouvement ou notre mouvement, moi, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Mais qu'on mène la réflexion déjà dans un premier temps, que ça ne soit pas juste des critiques simples qu'on lance souvent à l'endroit du Mali ou de nos autorités, mais que pour une fois, nous soyons capables aussi de proposer des choses concrètes. 1 point, 2 points, 3 points, ainsi de suite. Voilà ce que nous demandons. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est voilà, c'est des conditions qui seront créées pour faciliter non seulement les retours, mais aussi l'investissement qu'on va faire au pays. En tout cas, voilà, on a notre rôle à jouer. C'est important de le souligner et c'est important qu'on puisse prendre part justement au changement. Et en tout cas, j'espère sincèrement qu'à travers ton entité, à travers tout ce qu'on pourra mettre en place par la suite, qu'on pourra justement faire partie de ce changement. Et après, on garde surtout un œil sur le Mali, sur tout ce qui se passe, sur l'évolution de la situation, parce qu'on a beau se dire des choses, il y a des choses qui se passent sur place et tout. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être réglées rapidement sur place et qu'on ne pourra rien faire sans que ces bases-là soient installées là-bas. Et en tout cas, voilà, nous, on est là. Je vois le commentaire d'Ali qui cite John Kennedy, un ancien président américain. On ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que toi tu peux faire pour lui. Et je pense que la diaspora est dans cette dynamique-là. On fait pour le Mali, ne serait-ce que nous envoie par fax ou par western, on contribue au développement local du pays. Que ce soit Diadé, moi ou d'autres personnes, je pense qu'on n'a pas attendu que l'État investisse dans nos sociétés pour les créer. Voilà, jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais bénéficié d'un financement ou d'un marché public ou quoi que ce soit. Donc, du coup, on n'attend pratiquement rien de l'État, c'est nous qui apportons. Mais il faut reconnaître qu'il faut qu'il y ait certaines conditions. Quelqu'un parlait de peur d'investir au Mali. Effectivement, si le cadre politique n'est pas mis en place pour t'encourager ou pour, en tout cas, te rassurer, tu ne peux pas à tue-tête aller investir tes millions dans les choses. Donc, c'est le minimum que nous demandons. En fait, voilà, il faut la confiance. Il faut créer ce climat de confiance, parce que s'il n'y a pas ce climat de confiance, moi qui à un moment donné allé accompagner de certains entrepreneurs, il y a aussi cette peur aussi. Les gens, ils avaient peur. C'est-à-dire que si tu n'avais pas certaines personnes qui ont ouvert ces voies-là, qui ont ouvert ces portes, qui sont allées investir au Mali et tout, les gens n'y croyaient pas, ils avaient peur. C'est-à-dire que cette dynamique date de 5-6 ans, tu vois, même moins. C'est-à-dire qu'il y a eu ce truc, cette ouverture que certains ont créée et qui a permis à d'autres de se dire, bon, finalement, bon, peut-être qu'il y a possibilité de faire quelque chose, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a encore cette crainte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'installer, il y a beaucoup de personnes qui veulent investir au Mali parce qu'ils veulent contribuer au développement, tout ça. Mais si tu n'as pas ce cadre qui te permet justement de... C'est ça que les gens doivent comprendre. On n'est vraiment pas là pour quémander quoi que ce soit de la part de l'État, mais on demande des meilleures conditions pour que l'investissement ou la création d'entreprises qu'on voudrait faire puisse se faire de la manière la plus, acceptable possible, tout simplement. Voilà, je ne pense pas qu'on quitte la France pour aller demander un financement à l'État malien. Ce n'est pas pour dénigrer mon pays, mais juste pour dire les contextes actuels des choses. Souvent, on part avec l'idée, avec les projets et un peu de financement. Mais les conditions sont très compliquées et ça, on ne pourra pas le faire d'ici. Ce sont les politiques qui ont ces leviers-là pour le changer. Et on est en droit de demander cela. Mais ça ne se fera pas sans organisation. Il faut qu'on soit coordonné. Voilà, tu parlais du mouvement de l'Union des ambassadeurs qui est présidée par Gadget, dont je fais partie également. Nous faisons des choses formidables, même si c'est au début. Le simple fait de pouvoir réunir les jeunes Maliens ou les jeunes franco-maliens qui sont rentrés au pays, c'est déjà un premier pas. On apprend à nous connaître, on fait marcher notre réseau et on fait des plaidoiries. Ça, c'est une base. Mais au niveau de la France, déjà, cette coordination doit exister en amont. Ceux qui sont là, qui se préparent à rentrer et qui puissent avoir des éléments nécessaires, ne serait-ce que par des échanges comme ça ou des retours d'expérience. Moi, ayant fait ça depuis 5 ans au Mali, je peux parler de ma petite expérience et ça peut servir à certaines personnes pour éviter certains pièges ou en tout cas avoir des astuces qu'ils n'allaient pas avoir si je n'avais pas témoigné de mon vécu. Donc ça, c'est fort important. Et voilà, en tout cas, à travers les CNJ, c'est ça que nous allons essayer de valoriser, vraiment mettre l'accent sur l'entrepreneuriat jeune et à l'endroit du Mali. Mais toi, dernière chose qui te concerne toi aussi, à travers ce qui a été dit par rapport à la CEDEAO,
Est-ce que pour toi, il n'y a pas une mauvaise lecture de la crise malienne de la part de la CEDEAO, de l'Union africaine et de toutes ces entités qui aujourd'hui veulent couper l'herbe sous le pied au peuple malien? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a pas une mauvaise lecture justement de la crise ou bien comme Awa disait tout à l'heure, est-ce que c'est pas plus dans leur intérêt à eux qui vont apporter du crédit justement au fait qu'ils veulent voir Ibeka réintégrer son siège? Bon, moi, j'ai une toute autre lecture. Moi, je pense que c'est Mm. par principe. Comme je dis, en démocratie, surtout, nous sommes dans un espace qu'on appelle CEDEAO. On est avec des États Mm. membres. Donc, s'il y a un coup de force, un coup d'État qui se fait, c'est logique. On ne peut pas s'attendre à autre chose que, que des condamnations et aussi des menaces de sanctions. Il ne faut pas oublier que les présidents et son Premier ministre sont encore détenus par les militaires. Donc, la CEDEAO ne peut Mm. pas dire autre chose que cela. Mais la CEDEAO ne va pas laisser les peuples affamés mourir de faim. Ce n'est pas possible. On a vu Macky Sall qui a suggéré justement un amendement qui a été intégré. Il demandait à ce que cet embargo ne concerne pas les denrées alimentaires de première nécessité, des médicaments, hydrocarbures, je ne sais pas quoi. En tout cas, les besoins de première nécessité. Il a demandé à ce que ça ne soit pas, ça ne rentre pas dans le cadre de l'embargo. Donc, vous voyez déjà les côtés humanitaires qui est mis en place. Maintenant, la CEDEAO, c'est logique. On voit qu'il y a un petit soulèvement qui se fait en Côte d'Ivoire. La Guinée aussi, c'est un peu bouillant. Donc, c'est logique qu'ils condamnent avec la dernière force pour que d'autres peuples de la sous-région ne puissent pas s'en inspirer et déstabiliser la zone. On ne peut pas s'attendre à autre chose. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt particulier de la CEDEAO à vouloir maintenir Ibeka au pouvoir. Donc, voilà, donc c'est tout simplement ça. Quand on voit le communiqué d'Emmanuel Macron ou celui de Jean-Yves Le Drian, on voit bien que voilà, c'est pas très, c'est un peu léger dans le sens où c'est comme s'ils acceptaient en quelque sorte Ils lèvent qu'on les passe pieds, à ils lèvent le pied un voilà, peu, ils lèvent les pieds. Quand limite ils ils disent donnent qu'on est une avec les petite peuples mytho. maliens, Mm. quand ils disent qu'on est avec les peuples maliens, bah, écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Et on sait très bien que le peuple malien était dans la rue depuis plusieurs semaines à demander le départ du chef d'État. Maintenant, ils voulaient des garanties et la junte, contrairement aux militaires de 2012, là, ce n'est pas des sous-officiers, ce sont des officiers supérieurs carrément. Et ils ont cette intelligence-là de jouer un peu à l'équilibriste. Ils disent, OK, on va transférer les pouvoirs rapidement aux civils, ce qui rassure la communauté internationale. Mais en même temps, ils disent l'accord d'Alger, on va l'appliquer, on s'y tient. Donc, du coup, ben, écoute, en quelque sorte, les Touaregs au nord du Mali sont aussi satisfaits. Donc, petit à petit, ben, on verra ce que ça va donner. Mais j'ai écouté tout à l'heure sur France 24 l'interview du porte-parole Wagué, mais ça me surprend pas par péjoration que les militaires puissent avoir une vision telle sur la politique, à se demander si c'est pas des hommes politiques déguisés en militaires. Pas du tout, c'est pour rire un peu, mais en tout cas pour dire qu'il y a quand même une forme de chasesse qui est dans cette prise de pouvoir qui peut être mis à l'air crédit, même si le coup est à condamner. Donc la CEDEAO, les condamnations de l'ONU ou autres, pour moi, ça c'est un peu logique, c'est normal que ça se passe ainsi, on est en démocratie, mais n'y voyez pas des calculs, je ne pense pas, personnels de la part de ces chefs d'État. Les Mali vivra, les Mali voilà, s'en sortira, ça je ne m'inquiète pas. Aujourd'hui, après, moi, j'ai été comme toi, j'ai été surpris justement de voir aussi, d'écouter un peu ça, Wagyu ou les autres et tout, leur discours, etc. et tout. Je reviens 8 ans en arrière avec Sanogo et tout ce qui s'était passé. Ouais. On sent quand même qu'il y a une certaine, presque une certaine maturité, en tout cas dans leur discours, comme s'ils avaient appris des erreurs passées et que limite et tout, on serait presque favorable à leur discours, tu vois. C'est-à-dire que je me suis dit, moi j'avais peur, honnêtement, j'avais peur. C'est-à-dire que j'attendais le discours, j'attendais de voir qui était derrière, ce coup d'État, entre guillemets, pour voir si c'était des personnes qui allaient très vite être dans la solution ou si c'était justement uniquement des personnes qui étaient juste là pour se plaindre et qui n'étaient pas contents, qui étaient juste bordel. IBK sans forcément avoir un plan pour l'après, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose, même en face de nous, même les personnes, parce que j'ai un peu regardé un peu de qui il s'agissait, des personnes et tout, qui viennent de l'extérieur, entre guillemets, quand tu dis à l'étranger, donc c'est des personnes qui ont quand même une certaine vision. Maintenant, reste à voir aujourd'hui
s'ils vont nous permettre d'emprunter ce virage ou bien si c'est une fois de plus un voile qu'on va mettre à tout ça et que malheureusement, au bout de ce tunnel, bah, il y aura un autre tunnel, chose pardon, que je n'espère pas. Et j'espère sincèrement que ces nouvelles têtes qui prennent les rênes du Mali bon, vont nous permettre d'aller dans les voies du changement et d'entrevoir de jours meilleurs. On espère tous, hein, on espère tous qu'il y aura une transition pacifique et que ce sera